Bonjour, bienvenue sur ce webinaire. Bonjour à tous. Donc, ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est l'avenir, donc le titre de notre webinaire aujourd'hui, l'avenir se construit dès aujourd'hui avec Transition Pro Île-de-France. Nous allons donc nous présenter. Alors, je pense que... Tac. Alors, je vais démarrer, c'est pas très poli. Mais comme ça, je vous laisserai la parole juste après, puisque c'est la suite. Donc, bonjour à tous, je suis Aurélia Plequin, je travaille pour Transition Pro Île-de-France. Je vais vous représenter après notre structure dans une direction des partenariats. Pour ma part, je suis l'interlocutrice, entre autres, des organismes de formation, puisque comme vous le voyez dans mon titre, je m'occupe de l'animation et du développement du réseau des organismes avec lesquels nous travaillons. Et nous remercions aujourd'hui Igencia pour cette invitation afin de vous partager nos dispositifs et les clés d'une reconversion réussie. Marie-Christine Souniac, donc je suis directrice des programmes inter-entreprises donc à Igencia Pro Academy. Et nous allons donc effectivement, voilà, avec Aurélia, moi vous présenter rapidement donc la structure dans laquelle je travaille, que vous connaissiez précédemment donc sous sa marque, pardon, excusez-moi, j'ai été trop vite, sous son ancienne marque qui était donc IGS, formation continue, ça y est, donc Igencia Pro Academy maintenant. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes un acteur majeur donc, du secteur de la formation continue et de l'enseignement supérieur, et ce, donc, depuis 50 ans maintenant, donc, puisque nous avons été fondés en 1975. Donc, au sein de notre organisation, il y a donc 5 pôles d'activité différents, les écoles, l'alternance, donc la formation continue donc, à laquelle j'appartiens, le département insertion, inclusion et orientation. Nous sommes une fédération d'associations à but non lucratif. Donc, à la formation continue, donc nous nous intéressons donc exclusivement au public adulte. Et donc, nous disposons, alors au sein du groupe, de 3 filières de formation et de certification de compétences. Donc, nous travaillons à la formation continue sur de l'intra-entreprise et sur de l'inter-entreprise. Donc, quand il s'agit donc d'intra-entreprise, donc ça signifie en fait, pour faire simple, que ce sont les entreprises elles-mêmes, les services donc de formation qui nous passent des commandes directement, et c'est souvent des commandes de formation sur mesure. Donc l'unité interentreprise donc à laquelle j'appartiens, donc elle adresse en fait des formations donc diplômantes, donc qui vont du bac+2 au bac+5 pour des publics donc adultes qui sont soit en poste, soit en reconversion. Et nous adressons à l'heure actuelle donc 3 filières de formation: ressources humaines, management, commerce et relations clients. Donc avec des cursus qui sont tous donc certifiés RNCP. Donc, quelques chiffres donc, concernant Igencia Pro Academy. Donc, 50 ans d'innovation pédagogique donc, depuis donc, 1975, avec donc un format un petit peu particulier qui fait que depuis l'origine, nos intervenants sont de façon quasiment exclusive des professionnels des modules qu'ils enseignent. 5 campus en France, donc Toulouse, Lyon, Paris donc, et Nanterre. Pardon, ça fait 4, excusez-moi. Je prendrai le chiffre. 3000 personnes formées par an, donc en formation professionnelle continue, donc dans le département dans lequel je travaille. 3 filières de compétences et d'expertise métier. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, une offre intra-entreprise et une offre inter-entreprise. Le réseau d'alumni, donc d'anciens dans le groupe, est de 85 000 actuellement. Et 20 000 donc sont dans la fonction RH, puisque nous avons des écoles qui donc sont dans différents secteurs d'activité, d'où les 85 000. Donc la fonction RH c'est 20 000 et les 65 000 autres donc proviennent d'autres écoles que nous avons dans le groupe, comme l'ICD qui est donc une école commerciale qui fait donc du commercial. Nous avons aussi l'IMSI, qui est une école qui travaille sur le secteur de l'immobilier exclusivement. L'ESAM, elle, est une école qui travaille sur tout ce qui est donc finance et gestion. Voilà. Du coup, je vais prendre la suite. Alors, je suppose que parmi vous, beaucoup nous connaissent déjà, mais on va faire une petite présentation rapide, surtout si c'est
à destination de vos collaborateurs que vous souhaitez après exprimer tous ces dispositifs. Alors, juste pour vous situer un petit peu comment ça va se passer, je présente rapidement la structure avec quelques chiffres, un petit peu comme vient de le faire Marie-Christine. Je rentre dans le vif du sujet avec nos dispositifs. Alors, il y a un petit focus opérationnel quand même, parce que c'est quand même des dispositifs qui sont réglementaires, mais dans l'idée que vous puissiez comprendre les critères de financement, que vous puissiez aussi, en tant que professionnel des ressources humaines ou éventuellement responsable de formation, comprendre en quoi connaître ces dispositifs peut être un atout dans l'accompagnement de vos collaborateurs. Même si ce sont des dispositifs à leur initiative, ça peut se faire dans le cadre d'un parcours co-construit. À ce titre, on fera un focus plus spécifique sur la possibilité d'un cofinancement dans le cadre de mobilité interne. Et enfin, rapidement, parce que le but Internet est instable. A priori, ça saute. Bon, j'espère que vous m'avez entendu. Dernier focus, ce sera sur le dépôt du dossier et bien sûr quelques slides en annexe qui vous permettront d'avoir un complément d'information. Le support est dense. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous ferons au fur et à mesure les réponses de façon à ce que ce soit un peu plus dynamique. Voilà, il n'y a pas de mauvaises questions. Au contraire, n'attendez pas la fin. Et au-delà du support, eh bien sûr, n'hésitez pas à venir nous voir après sur le site, en vrai, etc., que ce soit côté Igencia ou que ce soit Transition Pro, pour avoir des informations complémentaires. Je vais essayer de pas trop vous assommer sur cette heure du déjeuner. Transition Pro, c'est l'ex-Fongestif pour les plus anciens d'entre vous qui nous connaissent peut-être encore sous cette appellation. Alors, on n'a pas 50 ans d'existence. Nous, on est un petit peu plus jeunes. Voilà, on a 42 ans d'existence, donc on est bien content quand même. Ça fait pas mal de temps qu'on est, nous aussi, un acteur majeur des reconversions professionnelles puisque nous sommes un organisme habilité par l'État qui se charge du financement des formations dans le cadre des reconversions professionnelles des salariés de secteur privé. Donc, je le dis tout de suite, on s'adresse ici aux personnes avec des contrats de droit privé. Petite info qui est quand même intéressante, on a obtenu l'année dernière, enfin cette année en février, la norme AFNOR, donc c'est quand même un gage, je parle en particulier pour les responsables de formation, sur la qualité de nos process et lorsque vous êtes engagé avec nous sur nos dispositifs, de quelque chose de fiable et de rigoureux, donc c'est quand même rassurant d'une certaine manière. Comme je le disais, nous sommes une structure paritaire agréée par l'État, administrée par des partenaires sociaux, donc syndicats de salariés et organisations patronales qui siègent lors de nos commissions. Nous avons 4 missions spécifiques. Nous travaillons étroitement avec le Conseil en évolution professionnelle. Vous aurez 2 petites slides à ce sujet à la fin du webinaire qui permettent aujourd'hui de manière efficace d'accompagner l'ensemble des actifs du territoire. Nous avons aussi une mission qui est en lien avec l'analyse des besoins, emploi, qualification et compétences. C'est un peu jargonneux, mais dans les faits, ça veut dire que nos fonds sont quand même fléchés vers des métiers prioritaires. Ce n'est pas une micro-liste avec 4 métiers, mais ça tient au plus près compte des besoins sur l'ensemble du territoire francilien. Et donc, en l'occurrence, pour les formations qui sont présentées ici par notre partenaire Igencia, ça rentre dans ce cadre-là, en particulier les formations des ressources humaines. Le développement des partenariats, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. On travaille avec l'ensemble de l'écosystème. J'ai un collègue qui est étroitement connecté aux entreprises, une collègue avec le CEP, un autre collègue avec les OPCO, les fédérations, les branches, un autre avec le FSE, pour vous dire qu'on ne travaille pas tout seul, qu'on n'est pas isolé et que de nombreux partenariats sont faisables. Et je vois qu'il y a un doublon de développement du partenariat, c'est intéressant. À la place de développement du partenariat, en fait, c'est une petite boulette. Normalement, c'est un point important, c'est la qualité. Nous sommes garants de la qualité des formations que nous finançons. Ça, c'est un élément également stratégique. En Ile-de-France, on est 85. L'élément phare à retenir, c'est que nous sommes sur l'ensemble du territoire. Donc, si jamais parmi vous, il y a des personnes qui sont basées sur d'autres départements, d'autres régions, sachez que vous avez un Transition Pro par région, y compris les DROM, et donc nous avons un fonctionnement qui est harmonisé dans le cadre d'une instance qui s'appelle Certif Pro. Il y a cependant des spécificités régionales en termes de priorité dont je vous inviterai à prendre connaissance directement avec les Transitions Pro dont vous dépendez dans ce cadre-là. Hop, j'ai fait long, en fait, plus long que ce que je pensais. Les dispositifs. Alors, on va faire un petit focus, nous, sur 3 dispositifs simplement, mais juste pour vous préciser que notre dispositif phare, c'est le projet de transition professionnelle. Je vais en parler juste après. Dans le cadre de la réforme des retraites, on a un fonds d'argent supplémentaire qui nous a été alloué depuis l'année dernière, qui s'appelle le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle et qui permet de favoriser le financement de dossiers de personnes qui sont dans une situation d'usure et de pénibilité professionnelle.
professionnels. Ils sont donc prioritaires. Je reviendrai sur ça après. Un autre dispositif pour lequel nous sommes plutôt un intermédiaire, mais un intermédiaire actif, c'est le PUR, le prévention usure reconversion. Pareil, j'aurai un petit focus rapide dessus. Vous comprendrez de quoi il s'agit après, mais sachez que c'est quelque chose, il y a peut-être des personnes dans ce cadre-là parmi vous qui peut financer un bilan ou une action de VAE, même si là, la VAE, on a beaucoup d'incertitudes, mais ça va se clarifier, bien évidemment, ou une action de formation. Nous sommes également un interlocuteur obligatoire pour le démission reconversion, dispositif qu'il est très intéressant de connaître pour les responsables RH également, pour avoir au moins les bonnes dates, les bons délais, les bonnes infos, afin de conseiller au mieux vos collaborateurs. La certification CLEA, c'est un socle de compétences qui permet une remise à niveau pour des personnes qui ont souvent quitté l'école assez tôt et qui peuvent renforcer ainsi leur qualification avant de rentrer en formation. Je ne reviendrai pas sur ce dispositif, sur ce socle. Si vous avez des questions, on pourrait y revenir par la suite. Le budget que vous voyez à l'écran était celui de 2024 pour l'Île-de-France. Il était sensiblement identique en 2025, avec ceci étant tout de même une baisse de notre dotation. Comme vous vous en doutez, nous ne sommes pas exempts du paysage structurel et économique. Mais c'est quand même conséquent. En 2024, et c'était à peu près la même, mais ça n'a pas fini l'année en 2025, on a financé un peu plus de 5000 dossiers PTP. Je reviendrai dessus après. Sachez qu'en Île-de-France, on en reçoit entre 8 et 10 000 à peu près. Ça vous donne un ordre d'idée. Et le démission reconversion, que nous ne définançons pas. Vous avez également le CHIPS qui vous permet de voir que ce n'est pas un dispositif à la marge. Et c'était l'objet de mon propos en vous mettant cette slide. Hop. Alors, concrètement, je m'adresse ici effectivement aux personnes qui sont déjà sur des fonctions RH. Après, s'il y a des salariés, ça va quand même vous intéresser puisque je vais rentrer dans le vif du sujet après, même si l'un n'exclut pas l'autre. On peut aujourd'hui, même si les dispositifs que je vais vous présenter sont à la main des collaborateurs et à la main des salariés, c'est tout à fait pertinent de s'en employer aussi comme un outil de stratégique au niveau ressources humaines, au niveau de la manière dont vous allez accompagner les collaborateurs et pouvoir réfléchir à des solutions de financement, réfléchir à des dispositifs appropriés, et gérer ainsi pour vous les possibilités qui sont offertes aux personnes qui viennent vous voir ou que vous souhaitez faire évoluer. Dans le cas d'une mobilité externe, puisque ça arrive régulièrement, on sait qu'aujourd'hui, la plupart des personnes plus jeunes ne restent que 3 à 5 ans dans une entreprise, donc le monde du travail a quand même énormément changé. Il n'est pas forcément souhaitable d'avoir des personnes qui sont dans une situation de mal-être, des personnes qui ont perdu leur motivation ou un sens à leur travail, qui se reconnaissent plus dans leur poste actuel, qui souhaitent parfois prendre ou créer ou reprendre une création d'activité et donc pour lesquelles ça peut être pertinent d'accompagner leur projet, à minima en termes de conseils. Le meilleur dispositif existant aujourd'hui, c'est bien le projet de transition professionnelle dont je vais vous parler, qui s'adresse spécifiquement aux salariés. On pourra aussi parler du démission reconversion. Après, depuis quelques années, en particulier en Île-de-France, parce que ce n'est pas le cas dans toutes les régions, donc je vais quand même faire un petit focus juste pour l'Île-de-France, nous avons une ouverture possible sur la mobilité interne. Alors initialement, pour ceux qui connaissent le projet de transition professionnelle que je vais décrire juste après, normalement, le projet de transition professionnelle, c'est pour partir. Il se peut aujourd'hui que vous soyez une petite structure avec un besoin d'un poste stratégique que vous ne parvenez pas à recruter en externe ou alors vous souhaitez clairement faire monter un collaborateur. Alors attention, on ne se substitue pas aux fonctions de l'OPCO. On travaille étroitement avec eux, mais on peut avoir la possibilité de changer de métier tout en restant à la même entreprise. Soit vous êtes une petite boîte et ça se comprend complètement, il reviendra après sur les critères de financement et de priorité dans ce sens. Soit vous êtes une très grande entreprise, la personne peut avoir envie d'être sur une autre filiale, par exemple, ce sont des choses qui arrivent. Et a fortiori, a priori, votre salarié serait moins prioritaire chez nous, ça peut aider le fait qu'il soit financé dans le cadre de son projet. Et dans tous les sens, de toute façon, ça va vous permettre d'accompagner sa montée en qualification dans le cadre d'un cofinancement avec le plan de développement des compétences de votre entreprise. On se parle bien d'un budget interne qui va compléter le dossier de projet de transition professionnelle. On est bien dans un projet co-construit, même s'il est l'initiative du salarié, avec l'employeur. Donc ça, je vais redétailler juste après, ne vous inquiétez pas, je vous fais un teasing au démarrage, mais pour que vous voyez que ces dispositifs sont mobilisables aussi
côté RH sont également intéressants à connaître côté employeur. Ça fait beaucoup d'années en Île-de-France qu'on travaille avec les entreprises et la mobilité interne ne représente pas une petite part des dossiers PTP. Alors, sur l'échelle de l'ensemble, si, on peut se dire c'est que 5%, 8% des dossiers, mais en réalité, ce sont des très grosses sommes. Ça a démarré par la santé et maintenant, ça se développe dans d'autres secteurs d'activité. Enfin, le focus sur lequel je voudrais venir avec vous, c'est l'usure professionnelle. Vous avez parfois des salariés qui sont exposés à des facteurs de risque, généralement parce que les conditions de travail du poste ou de la fonction ou du secteur d'activité dans lequel vous êtes, forcément, initient ce genre de choses. C'est pas forcément c'est pas le but de mettre en porte-à-faux l'entreprise ou l'employeur, c'est que parfois ça va avec le poste. Le poste suppose une usure et une pénibilité au fur et à mesure, et l'objectif, c'est pour l'employeur aussi d'éviter ou d'anticiper les absences répétées, les problèmes de santé qui pourraient conduire à un licenciement pour inaptitude qui n'est pas souhaitable ni d'un côté ni de l'autre et qui permet en fait à un salarié de pouvoir du coup conserver ses droits en fait à la formation, se former sur un autre métier non exposé afin de pouvoir plus sereinement quitter l'entreprise. Alors, je reviens en détail. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, Marie-Christine. Oui, il y a une question. Une personne a demandé comment peut-on savoir quelles sont les professions concernées par l'usure professionnelle? Est-ce qu'il y a une liste officielle? On attendait une liste officielle au démarrage. Normalement, il y avait une liste qui était prévue par les branches. Bon, alors s'il y a des représentants des branches ici parmi vous, j'en suis désolée, ça ne vient pas pour l'instant. C'est toujours dans les petits papiers, a priori, mais ce n'est pas encore là. Donc, en attendant, on n'a pas attendu parce qu'il fallait bien que l'argent soit utilisé à juste titre et que ça commence parce que c'est un vrai fonds d'investissement et que ça fait sens dans le paysage actuel. Donc, à minima, en fait, à défaut d'avoir une liste, ce qui va se passer, c'est que quand le dossier arrive chez nous, on va s'appuyer sur le code ROM et donc la fiche métier du poste qu'occupe la personne pour déjà vérifier si, de manière théorique, on va dire ça comme ça, il y a une pénibilité. Après, les critères sont définis. Je vais vous les présenter un tout petit peu plus loin. Ça permet déjà de repérer si on pourrait être dans ce cas de figure. Après, il y a une différence, vous allez le voir, entre le fonds d'investissement dont je vous parle et le PUR, donc le prévention, usure, pénibilité, qui est un peu plus loin. Donc ça, je vous en reparlerai après. Ne vous inquiétez pas. Après, pas de fait, il y a des secteurs d'activité, vous vous en doutez, où il y a plus, a priori, de pénibilité que dans d'autres. Le secteur industriel, le secteur de la santé, pour ne citer que, certains métiers du commerce et de la logistique sont fortement impactés. Alors tout de suite, le projet de transition professionnelle, si vous ne le connaissez pas, c'est ce qui a remplacé le congé individuel de formation. C'est la possibilité pour un salarié de se reconvertir, donc un salarié de droit privé, personne en CDD, personne en CDI, CDD en poste, CDI, intérimaire et intermittent du spectacle. Depuis la dernière réforme de 2020, nous avons récupéré tous les secteurs d'activité. Donc, nous sommes interprofessionnels. On est bien d'accord par rapport à ça. On gère également les personnes de très grands groupes comme la SNCF et la RATP qui n'étaient pas initialement notre public. À quoi ça sert? À changer de métier. Changer de métier, vous voyez, code ROM, code NAF. Techniquement parlant, je suis aujourd'hui mécanicien. Je veux devenir demain assistant RH. On va faire une grand marchepied. C'est une reconversion radicale. Mais par ailleurs, je suis aujourd'hui gestionnaire de paye et demain, je veux devenir gestionnaire assistant RH. Là, on est quand même dans une famille de métiers assez proche et pour autant, on se parle quand même d'une reconversion professionnelle. L'objectif, c'est bien de suivre une formation diplômante qui conduit à un diplôme et donc qui est longue. Je le précise, ça c'est important de se le dire. C'est bien des formations qui sont destinées, comme l'a dit tout à l'heure Marie-Christine, aux adultes en reconversion. On se parle de formation continue, nous ne sommes pas sur de l'alternance comme on peut l'avoir et on peut parfois avoir des hésitations à comprendre de quoi il s'agit. C'est bien de la théorie puis de la pratique de manière condensée, conduisant à un diplôme. Et alors la grande spécificité du PTP, vous employeur, vous avez un collaborateur qui va vous dire « je veux changer de métier mais je ne sais pas comment faire ». Concrètement parlant, il va vous solliciter pour une suspension du contrat de travail, c'est-à-dire une demande d'autorisation d'absence. Dans les faits, il fait toujours partie des effectifs de votre entreprise, il y a un maintien de sa protection sociale, il appartient toujours à l'entreprise, mais durant le temps où il va être absent, il va nous solliciter, nous, pour le coût de sa formation, et vous allez pouvoir, vous, entreprise, vous faire rembourser par nos services, puisque vous continuez à le payer, et nous vous remboursons la rémunération de votre collaborateur. Donc, c'est un dispositif extrêmement intéressant. Comme vous le voyez, maintien de la rémunération pendant la formation, financement des frais pédagogiques pendant la formation.
Donc, c'est vraiment quelque chose. La suspension du contrat de travail, on va dire que ça ressemble beaucoup à quelqu'un qui partirait en congé maternité ou paternité. Ça ressemble un petit peu à ça. L'énorme intérêt pour une entreprise, c'est que ça ne vous coûte pas d'argent. Ça, c'est quand même quelque chose de très important à dire, en tout cas dans le cas d'une mobilité externe. Bien sûr, ça suppose le remplacement du collaborateur, mais comme je dis tout à l'heure, conserver une personne qui a d'autres projets ou qui veut trouver un sens dans autre chose, ça ne fait pas forcément un bon ménage avec une équipe efficace et impliquée. Quelqu'un qui se sent soutenu dans son projet aura plus de facilité à le mettre en œuvre à l'issue du PTP et donc, a priori, à la fin du projet de transition professionnelle, pouvoir se transformer l'essai dans un autre métier. Comme vous le voyez ici, dans le cadre actuellement, dans le cadre du PTP, puisque nous avons une réforme en cours, et je pense que parmi vous, les professionnels des ressources humaines sont très au courant et très au fait de ce qui est en train de se passer par rapport à ça. Pour le moment, nous mangeons le compteur CPF et nous ne sommes pour le moment pas remboursés de ce montant. Une personne ayant un compteur CPF à 0, ça ne fera pas de différence pour nous. Une personne ayant un compteur CPF à 15 000 euros, à 5 000 euros, 15 000 euros, mon Dieu, 5 000 euros. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que dans le cadre des nouveaux dispositifs qui arrivent, qui sont dans la musette, dont vous avez entendu parler, je pense, période de reconversion, peut-être les mobilités internes à venir, il y aura peut-être des possibilités d'utiliser le CPF avec d'autres fonds. Pour le moment, nous, c'est transparent, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, mais il est obligatoirement mangé à partir du moment où la personne fait un PTP. Comment ça se passe quand le dossier arrive chez nous ? Il est important de vous dire que ce n'est pas une simple demande de financement. En Île-de-France, en fait, la commission paritaire qui va examiner les dossiers, plus exactement, ils sont examinés par mes collègues au niveau de l'analyse, c'est une synthèse qui est présentée, va quand même apprécier, selon 3 critères, la qualité du projet. La personne qui souhaite se reconvertir, on se parle bien, un projet de transition professionnelle, c'est la formation plus le salaire. On est généralement sur des dossiers qui sont aux alentours de 30 000, 40 000, 50 000 euros, parfois plus. Donc, clairement, l'idée, c'est pas que ce soit une formation pour aboutir à rien derrière, ou surtout pour se dire que ce n'est pas ce qu'on avait envie de faire finalement. Donc, va être vraiment regardé le pourquoi du projet. Qu'est-ce que la personne a mis en place, quels professionnels elle a pu rencontrer, quelle vision elle a du métier. Est-ce qu'elle a fait une période d'immersion professionnelle, quelque chose qui risque pour nous d'être bientôt prioritaire. Côté organisme de formation, quel parcours les écoles d'Igencia lui ont proposé? Est-ce qu'il y avait possibilité peut-être d'une réduction ou pas? Et pourquoi? Par rapport à son profil, ses compétences, voilà, toutes ces choses-là. C'est pas quelque chose d'accessoire, donc c'est important de prendre le temps lorsqu'on se présente aussi à un organisme de formation de comprendre, voilà, d'expliquer de façon à avoir le parcours le plus adapté. Et enfin, bien évidemment, les perspectives d'emploi sur le bassin sur lequel vous vous trouvez à la fin de la formation. Vous êtes professionnel en reconversion. Pour les personnes qui souhaitent suivre un PTP, vous serez quand même débutant sur le marché du travail, sur le nouveau poste. Et même si c'est une mobilité interne, il peut y avoir des différences auxquelles on n'avait pas pensé. Actuellement, nous avons en fait des points qui sont accrochés au dossier depuis la dernière réforme. Ce sont des priorités. Vous en avez 5 régionales et 5 nationales qui seront déclinées un petit peu plus loin. Ça va permettre de déterminer à quel moment le dossier passe en commission paritaire. Voilà, de façon à pouvoir privilégier les dossiers qui ont un projet qui tient la route et qui sont, selon nos critères, plus prioritaires dans le haut de l'enveloppe lorsqu'il y a encore du budget. Techniquement, c'est ça. Pour autant, en Île-de-France, tous les projets sont examinés et présentés en commission paritaire. Je le précise parce que c'est important. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, ça va me revenir après. Marie-Christine, vous souhaitiez peut-être, Yann, dire des questions, commentaires? Non, effectivement, enfin, nous, voilà, quand des dossiers, des demandes arrivent chez nous et qu'elles sont effectivement donc avec une demande de financement PTP, et on insiste effectivement lourdement auprès des candidats en leur expliquant qu'effectivement, il faut qu'ils travaillent leur dossier, qu'il soit de qualité, parce qu'effectivement, il y a des priorités donc, que vous avez, vous, au niveau de la région. Et donc, du coup, il est logique de développer son argumentaire le plus possible, de l'illustrer. Donc ça aussi, je leur demande assez souvent, voilà, d'aller faire d'aller, se mettre dans la situation de leur futur job et d'essayer de trouver des offres d'emploi pour voir effectivement quels sont les types de cursus qui sont demandés et aussi déjà quels peut-être niveaux de salaire sont attendus. Mais voilà, je leur dis qu'effectivement, c'est une condition sine qua non
est obligatoire pour moi et me semble-t-il normal au vu de l'argent qui est sollicité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin, donc, effectivement, de l'exercice, c'est un budget que l'apprenant, le candidat va pouvoir, dont il va pouvoir bénéficier, et il est logique effectivement qu'il justifie d'un certain nombre d'arguments et de choix. C'est exactement ça. C'est vrai ce que je voulais préciser, puisque voilà, je suppose parmi vous qu'il y a des entreprises. Je rappelle que la dotation de Transition Pro, elle provient en fait de contributions des entreprises, au titre de la formation professionnelle continue pour tous les secteurs d'activité et pas spécifiquement pour les salariés d'une entreprise. Elle est complétée par une dotation de l'État depuis la dernière réforme. C'est de l'argent qui est contrôlé et qui nous est reversé par France Compétences et sur lesquels on a quand même pas des comptes à rendre, parce que c'est pas tout à fait pareil, mais en tout cas, il y a une visibilité sur ce que deviennent les personnes qui s'engagent dans ces dossiers-là. Est-ce que la transformation est réussie? Ça, c'est la première chose, c'est important de le dire. Et puis, de toute façon, c'est la base d'un projet professionnel, sinon ça tient pas la route, de savoir ce qu'on va faire après. La deuxième chose importante à vous dire, si vous avez des collaborateurs, on peut déposer une demande dans son lieu de résidence ou son lieu de travail. C'est intéressant si vous êtes à cheval entre plusieurs régions. Je pense particulièrement en Île-de-France aux gens qui sont entre la Normandie, parfois, et l'Île-de-France, entre le Loiret et l'Île-de-France, ça peut arriver. Et du coup, ça veut dire que ça vous multiplie potentiellement des possibilités. On peut pas déposer 2 demandes concomitantes, mais on peut très bien se renseigner sur le bassin de l'emploi qu'on projette. Voilà, en se disant, est-ce que sur ce Transition Pro-là, les critères sont différents au niveau des critères de priorité régionaux pour les métiers qui sont plus en tension, par exemple, ou alors parce que, comme vous l'avez vu sur nos stats, on a actuellement un taux d'acceptation d'à peu près 50%, ce qui est déjà pas mal de dossiers acceptés. On peut parfois se dire, je vais représenter sur la région à côté de chez moi puisque j'ai cette possibilité-là. Donc, c'est intéressant de le connaître et bien sûr, nos partenaires, notamment Egencia, est au courant de ces choses-là, ce qui permet aussi de travailler son projet sur la longueur. La slide que vous avez à l'écran, c'est les conditions d'éligibilité. Je ne vais pas m'étendre en grand détail parce que vous les retrouvez sur notre site. Juste retenir que quand on est en CDI, en tout cas pour un employeur, il faut que la personne soit au moins depuis 2 ans dans la vie active et 1 an dans l'entreprise. Ça, c'est important que vous l'ayez en tête. Ce sont des critères réglementaires et que la formation, le dossier, en Île-de-France, parce qu'on est gros, c'est pas pareil ailleurs, doit être déposé chez nous 3 mois avant le début de la formation. Et l'employeur a quand même 1 mois pour donner son autorisation d'absence. Ça veut dire que rien ne peut se faire dans un délai incompressible d'au moins 4 mois avant le démarrage de la formation. C'est important d'anticiper pour vous comme pour les personnes qui vont vous solliciter. Si vous avez, et ça c'est une dimension sur laquelle j'insiste parce que les personnes en CDD, parfois, vous avez, aujourd'hui, dans le monde du travail, c'est très courant. On fait appel à des collaborateurs en CDD et on se dit, c'est dommage, j'aurais bien aimé garder cette personne ou peut-être, si elle se forme après, elle pourra revenir, peut-être par la suite, à nouveau en CDD ou en CDI. En tout cas, elle aimerait monter en compétence. C'est au moment où elle est en poste chez vous qu'il faut lui parler de ce genre de choses. Il n'y a pas d'obligation pour une personne en CDD d'être dans le même domaine de CDD que le domaine qu'elle projette. C'est pas une obligation, c'est une ouverture de droit, on va dire ça comme ça. Mais là, si je m'adresse à vous en tant qu'employeur, ça peut être pertinent d'informer vos publics CDD, vos salariés CDD de ce qui existe, parce que peut-être ça peut leur donner une super opportunité et qu'il faudra saisir pendant qu'ils sont encore en poste. Ça ne vous implique pas en tant qu'employeur, je le précise quand même, on est plutôt dans une démarche de responsabilité sociétale, comme j'aime à dire, à savoir que c'est bien d'informer les personnes des droits auxquels elles peuvent prétendre. Dans le cadre d'un CPTP CDD, la personne doit avoir au moins 2 ans d'ancienneté dans les 5 dernières années et d'autres critères que vous voyez à l'écran. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'elle doit être en poste au moment où elle dépose le dossier. Ça, c'est la condition sine qua non. Et après, c'est un cumul de conditions. Mais je vous laisse la slide. On pourra vous la rediffuser si vous avez des questions. Voilà. Le projet de transition professionnelle, comme je dis tout à l'heure, quand j'ai donné les budgets, vous avez compris qu'on prenait quand même une grosse quantité, entre guillemets, c'est-à-dire que pour la formation, on peut aller jusqu'à 18 000 €. La plupart des formations qui sont dispensées par Egencia vont rentrer en fait dans ce cursus. Il peut parfois avoir un restant à charge parce que la personne a un niveau de rémunération supérieur à 2 fois le SMIC ou parce que le taux horaire est un peu plus élevé que ce qu'on va prendre, mais globalement, ça donne quand même une belle enveloppe. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet aussi de financer des formations qui peuvent aller jusqu'à 1200 heures. Il est question, dans la réforme actuelle, de réduire un peu cette durée. Pour l'instant, rien n'est effectif, mais
on va quand même se dire que c'est des formations longue durée. Je répète encore, théorie et pratique. Donc, votre collaborateur, lorsqu'il est parti, ou la personne, si vous êtes vous-même salarié, vous souhaitez faire un PTP, vous allez être rémunéré durant le temps de votre partie pratique et durant le temps de votre stage. Si jamais le stage se passe en interne dans votre entreprise, bien évidemment, là, non, puisque c'est en interne dans l'entreprise. Mais normalement, c'est pas ce qui arrive la majorité des cas. Hop. Alors, les points de priorité, vous les retrouvez sur notre site. Alors, c'est tout petit, c'est vert et rose. Vous allez me dire, ouais, c'est difficile à voir. Vous avez tout ça sur le site, ne vous inquiétez pas. Ça n'a pas toujours été aussi transparent, hein. C'est un scoring sur 20 points. On a 5 points qui sont, les 5 premières priorités sont nationales. Vous les retrouverez sur l'ensemble du territoire. Sans très grande surprise. Alors, vous allez dire, par rapport peut-être au profil que vous avez, aux profils qui viennent vous voir, Egencia, c'est pas vos profils. En général, les personnes qui sont en dessous du bac sont prioritaires. Après, il y a des personnes qui se sont faites sur le terrain, qui sont cadres sup en n'ayant pas le bac, hein. Ça arrive encore beaucoup en France. Mais globalement, c'est plutôt ce public qui est prioritaire. C'est logique. C'est ceux qui ont, a priori, moins accès aux possibilités de se former. Comme vous le voyez, les personnes qui sont proches d'une inaptitude reconnue inapte ou en cours de reconnaissance sont également prioritaires. Le but, c'est pas d'arriver à l'inaptitude, justement. Comme je le disais tout à l'heure, les salariés des petites boîtes, moins de 50 salariés, sont également prioritaires. Les formations qui ne vont pas pour le moment dépasser 1200 heures et celles qui sont diplômantes. Il faut bien comprendre que ce scoring de points, vous l'avez à disposition sur notre site. C'est pas Alors, nous allons attendre que Aurélia récupère sa liaison Internet. Ah, on m'a éjecté du Webikeo. C'est terrible. C'est vrai. Au moment où je vous parlais des priorités. Tout s'explique. Alors, par contre, il faut qu'on remette le support parce que du coup, il n'est plus à l'écran. Est-ce que c'est ça, afficher les documents? Oui, donc nous étions là. Donc normalement, j'espère que ça va revenir. Alors, si vous m'entendez, oui. Il ne se passe rien par contre pour l'instant. Ah, ça y est, ma demande a été envoyée, ça va arriver, je pense. Qu'il valide. J'étais en train de vous expliquer qu'en fait, alors reprends la dernière page diffusée. Oui, super. Alors, ce que j'étais en train de vous expliquer simplement, c'est qu'il ne faut pas se dire j'ai beaucoup de points, j'ai pas beaucoup de points quand on a un collaborateur qui vient vous voir. C'est juste, c'est bien d'anticiper si vous êtes dans le public prioritaire ou pas prioritaire, parce que ça va permettre d'anticiper une stratégie de cofinancement possiblement si c'est une mobilité interne, parce que ça vous permet d'anticiper un plan B. Comme n'importe quel projet, il faut avoir un plan B, quoi qu'il arrive. Ça permet aussi, quand vous allez rencontrer l'organisme de formation, de pouvoir étudier voilà, est-ce que la formation se découpe en bloc? Est-ce que j'aurais possibilité peut-être de prendre un bloc à ma charge? Est-ce que ça peut être un cofinancement dans le cadre d'un partenariat avec un autre financeur? Il y a beaucoup d'options envisageables. Les points, c'est un repère. Les 5 premiers points sont donc nationaux et les 5 derniers points sont régionaux. Et comme vous le voyez, en Ile-de-France, on a une grosse particularité sur le conseil en évolution professionnelle. On pousse les gens à aller voir la PEC, en particulier pour les cadres, l'avenir actif, le Cap emploi. Un projet construit avec un interlocuteur, en général, ça fonctionne mieux. Et puis, ça permet aussi d'avancer avec des bons jalons. Comme vous le voyez, il y a possibilité d'un cofinancement également avec l'entreprise. J'ai des petits slides qui vont bien juste après, donc ne vous inquiétez pas. Ça ne vient pas au doigt mouillé, hein, c'est un pourcentage par rapport à la taille de l'entreprise, bien évidemment. Et ça se fait en concertation entre l'employeur, l'entreprise et nos services du partenariat aussi qui peuvent intervenir sur ce sujet-là. Les projets qui visent un métier à perspective d'emploi forte ou un métier émergent. Ça, c'est intéressant parce que tous les métiers de l'IA, de la cyber, etc. se collent dans les métiers émergents, un métier porteur, sont bien sûr prioritaires chez nous. C'est pas une toute petite liste avec 4 métiers, encore une fois, je le répète. Elle est constituée, bien sûr, de ce qui se passe sur le bassin avec France Travail, mais aussi du devenir de nos bénéficiaires par rapport à le taux de transformation sur les métiers envisagés. De la même façon, vous avez aussi une sensibilité qui est portée sur les métiers, les secteurs dans lesquels le taux d'emploi diminue, qui peut justifier des reconversions. Et enfin, les salariés en contrat court sont aussi prioritaires chez nous. Voilà, tout ça, vous le retrouvez sur notre site, pas d'inquiétude. Ah oui, un point important que je voulais évoquer avec vous aussi quand même,
vous voyez cofinancement issu d'une convention partenariale financière. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a par exemple des intermittents du spectacle, on ne sait jamais. On a une convention avec l'AFDAS, à titre d'exemple, depuis 3 ans maintenant, qui est une convention financière pour laquelle le salarié n'a rien à faire, mais qui permet d'avoir pour nous une partie du projet qui nous sera remboursée par l'AFDAS. C'est ce type de convention dont on se parle. Ça veut dire que clairement, on travaille nous étroitement avec certains secteurs d'activité dans lesquels on sait qu'il y a des fonds et des besoins, et ça permet de pousser certains dossiers. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des questions, Marie-Christine? Y a-t-il des choses dans le chat? Non, pour l'instant, c'est plus par rapport au support, savoir s'il sera accessible, des choses comme ça. D'accord. Alors, du coup, hop, je referme. Alors, j'enchaîne parce que je vois le temps qui passe. Ça fait beaucoup d'infos, mais l'essentiel à retenir du PTP, c'est que c'est un formidable outil pour la reconversion professionnelle. En tant que salarié, c'est le plus sécure. Concrètement, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. En tant qu'employeur, c'est un très bon moyen de pouvoir permettre à vos collaborateurs de se former à moindre coût, on peut le dire gratuitement. Et si vous souhaitez être dans une dynamique de mobilité interne, un gros appui sur de la montée en compétences. Alors, démission reconversion, il y a 2 slides. Il me semblait important quand même de vous le dire. Souvent, il y a eu beaucoup de choses de dites sur la démission reconversion, qui est un dispositif pareil qui a commencé en 2020. C'est un dispositif qui s'adresse à un public spécifique, qui peut être le public parmi les gens que vous avez dans vos entreprises, ceux qui viennent vous voir côté Egencia aussi, les gens qui ne sont pas forcément prioritaires non plus sur le projet de transition professionnelle. Souvent, un public aussi qui souhaite aller vite, qui a un projet de création et de reprise d'activité déjà affirmé, qui voudra peut-être du coup se former sur des notions juridiques, des choses. Enfin, il y a pas mal d'éléments en fait qui peuvent justifier une création d'activité avec une formation en amont. Et ça n'implique pas l'employeur. Par contre, c'est intéressant de le connaître. Le démission reconversion, il ne s'adresse qu'aux personnes en CDI, avec des conditions d'entrée qui sont assez strictes, puisqu'il faut quand même 5 ans d'activité continue, soit 1300 heures travaillées, comme vous le voyez, au cours des 60 derniers mois. Il ne faut pas d'interruption. Bien évidemment, les personnes qui ont eu des enfants, qui ont eu des congés maladie, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Enfin, ça, je veux dire, ça, c'est pas de l'interruption, c'est pas considéré comme de l'interruption. Mais si vous avez eu plusieurs contrats de travail, non, ça ne fonctionnera pas, par exemple. Le dispositif démissionnaire, c'est la possibilité de démissionner en vue de créer et reprendre une activité, voire se former, et d'avoir un maintien de ses allocations par France Travail. Concrètement, aujourd'hui, vous démissionnez sec, vous n'avez pas d'allocation. Vous démissionnez dans le cadre de ce dispositif encadré par la loi, vous avez la possibilité d'avoir un maintien de vos indemnités. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant, parce que ça veut dire que parfois, ça permet quand même de lancer un projet avec un minima financier en termes de salaire, je vais mettre ça entre guillemets, parce que c'est une indemnité, mais en tout cas, c'est pas rien. Il y a différentes étapes. Il faut d'abord vérifier qu'on correspond bien aux conditions d'éligibilité du démission reconversion. Ça, c'est quelque chose qu'on vérifie auprès de France Travail. Après, on est accompagné de manière obligatoire par un conseiller en évolution professionnelle. Le dossier est déposé chez nous avec un délai assez court, puisqu'on est censé vous donner une réponse dans les 2 mois, de façon à ce qu'on atteste ou non du caractère réel et sérieux du projet. Dans les faits, on est un vrai stop and go. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire oui ou pas oui, si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de façon à ce que vous ne démissionniez pas, pour se rendre compte après qu'il manquait quelque chose dans le projet. Et enfin, ça vous permet dans les 6 mois de vous inscrire à France Travail, de percevoir des allocations. Un point très important, ne pas avoir démissionné avant d'engager le projet, sinon rien de tout ce que je viens de dire ne fonctionne. Deuxième point très important, seule France Travail est habilitée à vérifier les conditions d'éligibilité de votre inscription. Ça, c'est important. Donc, on ne s'engage pas dans ce dispositif sans avoir vu à minima le CEP et vérifier cette chose-là. Il est important aussi de vous dire quelque chose par rapport au dispositif. Donc, je l'ai dit, CEP, Transition Pro, France Travail, il n'y a pas de budget financier associé aux démissions reconversion. Alors, à contrario du PTP, on ne mange pas votre compteur CPF. Donc, le compteur CPF est toujours dans la cagnotte de votre collaborateur. Pour autant, il n'y a pas de fonds d'argent. Donc, la majorité des gens qui s'engagent dans ce dispositif, on est sur de la créa ou de la reprise d'activité. Mais si, pour ce faire, il y avait un besoin de formation, eh bien, il faut que la personne ait anticipé. C'est un autofinancement, c'est son montant CPF, c'est une indemnité de départ. Il y a plein de possibilités qui vont intervenir. Ça peut être France Travail ou la région, mais il ne faut pas compter dessus comme quelque chose de nécessaire, d'obligatoire, parce que clairement, ça dépendra de leur décision et c'est une toute petite somme, quoi qu'il arrive. Donc, c'est un dispositif où il faut être très autonome. C'est pour ça qu'on vous propose d'être accompagné via le CEP. Si vous avez des collaborateurs qui s'interrogent sur ce dispositif, le mieux,
c'est d'aller voir le CEP et voire même de peut-être se renseigner d'abord sur le projet de transition professionnelle et celui-là comme un plan B. Maintenant, c'est pertinent de le connaître. Est-ce que sur le démissionnaire, vous aviez des questions spécifiques? N'hésitez pas, je ne mords pas. J'espère que tout le monde n'a pas fui. Midi 56, Non, ils ont pas du tout. Bien, alors le FIPU et le PUR, je fais un petit focus rapide sur les dispositifs de financement qui sont en lien avec l'usure et la pénibilité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de la réforme des retraites, même si elle est repoussée, n'empêche que l'idée reste la même. Il y avait l'idée de débloquer un fonds d'investissement pour la prévention et l'usure. Concrètement, c'est un budget au national décliné au régional sur les différentes transitions pro et qui permet de soutenir des projets. Ce fonds, il est dispatché entre la CRAMIF et nous, Transition Pro Île-de-France. Dans le cadre de la CRAMIF, ça va permettre de financer des actions de sensibilisation, comme vous le voyez, des actions de prévention et de désinsertion. Donc en fait, là, on est plutôt en amont. Donc en gros, vous êtes toujours dans l'entreprise, voilà, pour éviter que les gens décrochent. Maintenant, il y a aussi la possibilité de se dire à un moment donné, finalement, au lieu d'attendre le risque pour inaptitude, par exemple, eh bien, mon collaborateur va s'engager dans un projet de transition professionnelle avec un fonds supplémentaire d'argent, le fonds d'investissement pour la prévention et l'usure. Et dans ces cas-là, ça va passer par nous. On se parle bien d'être sur un métier exposé. Donc, vous le voyez, c'est très large pour répondre à la question de la personne tout à l'heure. Vibration mécanique, manutention manuelle de charge, posture pénible. À date, en l'absence de liste plus claire des branches, on se fixe donc sur le descriptif du métier que la personne occupe pour évaluer l'importance de ces risques. Ça permet en fait à mes collaborateurs, à nos collègues d'identifier si le projet pourrait rentrer dans cette ligne budgétaire, si je puis dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand le dossier arrive chez nous, on va identifier s'il pourrait bénéficier de ce fonds d'argent supplémentaire et donc être plus prioritaire au regard de ce qui est indiqué dans le dossier de la personne, si elle souhaite aller vers un métier non pénible, non exposé. Je pense typiquement à des personnes qui sont sur des métiers techniques dans l'industrie et qui pourraient vouloir aller vers des fonctions, reprenons mon exemple de fonction RH, Marie-Christine, ou peut-être des personnes dans l'informatique aussi. On peut avoir des gens qui sont plus sur le terrain, qui vont sur des fonctions d'encadrement. Je n'ai pas en tête l'étendue des formations que vous proposez côté Igencia, mais je suis certaine qu'il y a des certifications qui peuvent s'inscrire dans ce projet-là, c'est-à-dire des personnes qui ont aujourd'hui une usure et une pénibilité sur leur poste pour aller vers un métier où elles ne seront pas exposées à ce type de risque. Donc, comme vous le voyez, un point clé, métier cible, choisir un métier non exposé. La liste, en l'occurrence, c'est surtout des facteurs ergonomiques. Ce sont les mêmes règles de prise en charge que le PTP. Maintenant, il y a une petite subtilité. Mais vous allez voir, la subtilité, elle vous impacte, vous, employeur, mais elle est quand même petite. Il va vous être demandé à vous, l'employeur, alors je vais revenir après dessus, de participer à hauteur de 5% des coûts pédagogiques pris en charge par l'employeur. En gros, ça veut dire que sur le total du dossier, on va vous demander une participation de 5%. Concrètement, c'est la plupart du temps à peu près 400-500 €. Ce n'est pas des très, très grosses sommes sur l'ensemble du dossier PTP. Et quand on va vous rembourser, on va déduire cette partie de la rémunération, la première rémunération que nous allons vous rembourser de façon à ce que ce soit assez transparent au niveau comptable pour l'entreprise. C'est surtout un investissement moral de la part de l'employeur parce que la plupart du temps, les personnes qui vont mobiliser un PTP FIPU veulent partir. Donc, c'est plutôt je vous accompagne, je permets de faciliter votre projet via une petite participation financière qui va rendre votre projet prioritaire et vous permettre de mettre en œuvre rapidement votre reconversion. Il vaut mieux le prendre comme ça parce que plutôt que se dire mais on doit payer pour quelqu'un qui part, non. On accompagne un collaborateur à pouvoir trouver un autre avenir et ça permet de réintégrer un autre collaborateur. C'est plutôt dans ce sens. Et encore une fois, ce n'est pas une grosse somme. Alors, le deuxième point sur la pénibilité, c'est le PUR. Alors là, on se parle complètement d'autre chose. Vos collaborateurs ont un compteur CPF et parfois, normalement, tout le monde, vous pouvez tous aller voir, on a tous un compteur C2P. En fait, je remonte un petit peu en arrière à 2015 quand ça a été créé. Je pense que vous vous en rappelez, il y avait un compteur prévention et pénibilité, donc pour les personnes qui avaient été exposées à des situations pénibles au niveau de leur travail. Alors là, c'est beaucoup plus réglementé. C'est longtemps resté en jachère. Ça a été du coup sorti du bois et c'est très bien pour pouvoir le mobiliser et devenir le prévention usure reconversion, le PUR.
L'objectif, encore une fois, là, les fonds sont dispatchés entre nous et la CRAMIF, comme d'habitude. Ça permet, en fait, soit d'accéder directement via une formation qui peut tout prendre en charge avec le PUR, être entièrement prise en charge avec le PUR, un métier non exposé, soit d'anticiper un départ à la retraite, mais ne posez pas la question comment et pourquoi, puisque pour l'instant, ce n'est pas tout à fait bien mis en place, ou un passage à temps partiel sans perte de salaire côté CRAMIF. De notre côté à nous, côté Transition Pro, le PUR, c'est on va dire comme une cagnotte d'argent, exactement comme le CPF, qui va permettre à vos collaborateurs de pouvoir financer dans l'ordre soit un bilan de compétences, je sais qu'actuellement c'est un peu sur la sellette, mais pas sur ce sujet-là, soit une VAE dans cet ordre-là, soit une action de formation. De manière autonome, la personne a assez d'argent pour payer toute seule comme son CPF l'action de formation, ou de manière complémentaire en nous sollicitant un abondement avec les fonds du projet de transition professionnelle. Comme vous le voyez, ça s'adresse aux salariés de droit privé. Il y a 6 facteurs de risque que vous allez avoir à l'écran dans 1 minute. Chaque facteur de risque, en fait, c'est par trimestre d'exposition, ça donne un budget, c'est 500 €. Et ça peut permettre, les 20 premiers points étant consacrés à la formation professionnelle, de pouvoir également mobiliser ce fonds pour se reconvertir. Si vous ne le connaissiez pas, il y a des webinaires dédiés spécifiquement au sujet. En tant qu'employeur, c'est intéressant de le connaître, surtout dans le contexte actuel de la réforme, avec les futurs entretiens pro, notamment les entretiens pour les personnes seniors expérimentées, on change les termes, mais on s'entend, de mi-carrière, qui vont vous impacter fortement côté RH et qui sont très intéressantes à prévoir pour la suite du parcours de vos collaborateurs. Voilà, là vous l'avez à l'image. Ce qui engendre de la pénibilité, activité exercée au milieu hyperbare, travail en équipe successive alternante, température extrême, travail répétitif, travail de nuit, bruit. Et ce sont des choses qui normalement ont été déclarées par les employeurs sur les DSN, les déclarations nominatives, qui permet en fait de alimenter ce compteur. Je vois qu'il y a une question peut-être. Christine. Alors, attendez, parce que du coup, je la vois pas tout le temps. Je les vois pas tout le temps. Voilà. Attends, hop, voilà. Est-ce que tu la vois Hop, voilà. Bonjour, j'ai une question concernant le dispositif FIPU. Est-ce que la pénibilité du poste peut être associée à un burn-out et inaptitude au poste et accompagnement du salarié vers une formation ou reconversion? Alors, le burn-out, non. C'est un débat. C'est un débat qui soulève les foules, notamment au niveau politique. Pour l'instant, ça rentre pas en ligne de compte. Après, souvent, ça participe du projet. C'est-à-dire que les collaborateurs, en fait, en parlent. Quand vous avez en particulier quelqu'un qui est en arrêt de travail depuis très longtemps, ça va avec, on est bien d'accord. Par contre, le FIPU, ça peut être intéressant dans le cadre d'une inaptitude au poste, oui. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un qui va finalement nous solliciter dans le cadre d'un PTP classique, parce que peut-être ses conditions de travail vont faire qu'il va être en inaptitude. Maintenant, s'il n'y a pas de pénibilité au sens ergonomique, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne pourra pas le faire passer dans la ligne FIPU, entre guillemets. Bon, il sera quand même analysé, et il passera sous l'enveloppe PTP classique. Ça dépend comment les choses sont présentées. Dans le cas d'un burn-out, on peut avoir un environnement de travail, y compris avec les éléments que je vous ai évoqués tout à l'heure, qui va créer l'inaptitude. Pas uniquement quelque chose lié à la personne, mais aussi peut-être à des conditions matérielles, par exemple, qui vont induire une pénibilité et donc une inaptitude. Je vous fais une réponse en demi-teinte. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas considéré comme un facteur de risque, même si ça devrait l'être. Accompagnement du salarié vers une formation ou une reconversion. De toute façon, le FIPU, c'est ça. Autant le PUR, ça peut être, comme je vous l'ai dit, du bilan de compétences, de la VAE ou une action de formation, ou éventuellement un départ à la retraite anticipé, ou voilà, ce genre de choses. Autant le FIPU, c'est que pour une formation dédiée à la reconversion professionnelle. Voilà, c'est 2 choses différentes. En gros, retenez que le FIPU, c'est un fonds d'argent accroché au PTP pour la reconversion. Le PUR, c'est un peu un équivalent du CPF, si je devais caricaturer un peu les choses. C'est un budget, en fait, qui est dédié à ces différentes choses à la main du salarié, mais qui est lié à son parcours professionnel quand même. J'espère avoir été assez claire dans ma réponse.
Et est-ce que moi, je peux vous demander une précision, savoir si ça rentre dans le FIPU ou pas? Les gens qui déclenchent, à force de travailler dans certains secteurs, des allergies à certains produits qu'ils utilisent sont dedans. Hein, voilà. Oui, je pensais que c'était là, mais voilà, je voulais juste en être sûre. Oui. Ça rentre parce que dans en fait le métier, dans la description du poste, il va être indiqué manipulation de certaines choses en fait, forcément, oui. Oui, ça, et puis ça c'est malheureusement assez fréquent. C'est courant, on est d'accord. Une petite slide récapitulative, c'est exactement ce que je viens de vous dire, simplement pour préciser que dans le cadre, en fait, on peut avoir le PUR peut automatiquement tout prendre. S'il ne prend pas tout, si en gros la personne a besoin d'un fonds supplémentaire, il y a un pourcentage. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que ça c'est du détail technique, et je vous inviterai plutôt à revenir nous voir par rapport à ça. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que finalement, quand vous avez des personnes qui sont dans une situation, on va dire, je vais faire large, d'usure et de pénibilité, il existe actuellement des fonds supplémentaires pour pouvoir financer ce type de reconversion ou des actions qui conduisent à la reconversion, comme le bilan ou la VAE, par exemple. Et je terminerai en fait avant de vous donner les slides de fin, parce que je vois qu'il est 13h07, un petit focus important sur le PTP cofinancé. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir envie de soutenir son collaborateur pour plein de raisons, mais surtout parce qu'on a envie de le faire évoluer en interne. Et ça peut être, par revenir à mon critère de point de tout à l'heure, vous pouvez être une petite entreprise, je pense à des bureaux d'études typiquement qui sont souvent moins de 50 salariés, donc prioritaires. Donc souvent on a par exemple des cadres qui vont dire je n'ai pas les points de priorité au démarrage parce que moi je suis cadre. Pour autant, vous êtes dans une petite boîte et peut-être que voilà, vous êtes sur un métier technique, vous voulez aller vers de la data. J'ai plein d'exemples possibles. Pareil, je n'ai pas en tête encore une fois tout le panel de vos formations chez Igencia, mais je sais qu'il y a beaucoup de formations à un niveau supérieur et donc on pourrait se dire c'est pas forcément des publics prioritaires dans le cadre d'un PTP cofinancé, si. Donc c'est important de se le dire. La condition quand même sine qua non, c'est qu'il faut bien un changement de métier. Ça, c'est obligatoire. Hein. On n'est pas sur un pas de côté, je mets quelques petites compétences en plus, je change de métier. Donc, c'est une formation qui va me conduire à un changement de métier. Et la formation que je veux faire doit être diplômante RNCP. Pas d'inquiétude par rapport à nos hôtes aujourd'hui, hein, Igencia. La plupart des formations qui vous seront présentées dans ce cadre, bien évidemment, sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont importants. Pour un employeur, c'est vraiment l'idée qu'on peut finalement s'inscrire dans une stratégie co-construite, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout en étant sur un cadre réglementaire quand même très sécure. Donc ça, c'est important parce que le PTP, c'est ça. Ça permet du coup aux collaborateurs de se former sereinement, peut-être de faire son stage dans l'entreprise, mais c'est pas non plus un obligatoire et ça peut être intéressant justement de le faire à l'extérieur et d'avoir une personne du coup qui prend du temps pour se former. Ça, c'est bien aussi de se dire ça, c'est-à-dire que sur une fonction, si vous cherchez quelqu'un à l'externe que vous ne trouvez pas, que finalement ce collaborateur pourrait monter sur cette fonction-là, il va prendre quand même un certain temps confortable et avec tout ce qui lui permet de revenir. C'est pas comme un one-shot, 15 jours, un mois, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, à retenir, le dossier est prioritaire parce qu'il a 2 points de plus sur les points de priorité. Concrètement, c'est ça. Et nous avons, en fait, c'est comme je disais, c'est pas au doigt mouillé. C'est par rapport à la taille de votre entreprise. Il va y avoir une participation qui va vous être demandée, un montant global du dossier en fonction de la taille de votre entreprise. Plus elle est grosse, concrètement, c'est ça. Hein. Plus on va demander une participation. Quand elle est plus petite, c'est moindre. Alors, évidemment, c'est peut-être pas extrêmement clair ce que je vous affiche à l'écran. Si le dossier, en fait, prend tranche 1, c'est-à-dire que, en gros, alors attendez, parce que c'est pas moi qui fais ça normalement. Non, je suis pas l'experte. L'experte, c'est mon collègue Rémi. Je vais me dédouaner. Si vous avez une question, vous êtes employeur, j'ai un collègue qui peut répondre à toutes vos questions et qui peut même faciliter le montage du dossier avec vous. Je vais le vendre et le survendre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à peu près la participation de l'entreprise, au plus fort, elle peut être à 15%. Voilà, je vais vous faire simple, hein, concrètement, sur le coût du dossier. Là, vous avez... Excusez-moi, oui, Aurélia. Juste une question. Une personne demande pour le démission reconversion, si le bénéficiaire souhaite donc quitter son entreprise pour une reconversion, il doit forcément avoir trouvé et sélectionné une formation à suivre certifiante? Point d'interrogation. Non, pas forcément, mais dans le cadre de son... Enfin, pas forcément. En fait, dans le cadre de son projet professionnel, lorsqu'il va le présenter, il doit indiquer ce qu'il veut faire. Donc, on va dire que en théorie, oui. Maintenant, si demain, la formation qu'il avait prévu de faire, il change d'avis, il en fait une autre, on n'ira pas vérifier.
Parce que l'idée, c'est que nous, on va vérifier que le projet tient la route, mais comme il autofinance sa formation, on n'aura pas... Par contre, il nous dit juste « je veux démissionner parce que je veux démissionner », ça ne marchera pas. Ce qui va être regardé, par exemple, là, c'est « je veux démissionner pour suivre une formation ». Ce que nous, on va regarder, c'est comment vous payez votre formation. Techniquement parlant, c'est surtout ça. Et si je veux suivre une formation pour devenir naturopathe, voilà, je vais reprendre cet exemple-là. Alors, ce n'est pas les formations que vous dispensez, mais je le dis quand même. D'abord, on va voir comment la personne compte effectivement financer sa formation de naturopathie. Et la deuxième chose qui va être regardée à ce moment-là, c'est OK, donc naturopathe, c'est à votre compte, donc vous souhaitez vous installer. Au-delà de suivre la formation, comment vous allez faire sur la création d'activités derrière. Voilà, concrètement, c'est ça. La formation n'est pas obligatoirement certifiante au titre du démissionnaire. Ça, c'est un point très important. Vous soulevez, Julia, merci, une bonne question. Ça peut être une formation qui ne l'est pas, justement. Et dans votre catalogue Igencia, il peut y avoir des formations inscrites au répertoire spécifique, par exemple, qui ne sont pas forcément diplômantes, on va dire ça comme ça, qui peuvent rentrer dans le cadre du démissionnaire. Aucun sujet par rapport à ça. C'est plutôt la cohérence générale du projet et comment la personne le finance. J'espère avoir... Oui, je pense avoir répondu. Cette petite slide, juste pour vous dire que sur notre site, d'abord, on a un collègue qui peut vous accompagner chez nous au partenariat. Donc, ne pas hésiter à revenir vers nous. Par mail, je transmettrai vos questions en tant qu'employeur ou Marie-Christine, si vous avez des questions en tant qu'entreprise. N'hésitez pas. On peut même en Ile-de-France faire des petites expérimentations et des petites cohortes. C'est déjà arrivé avec certaines entreprises. Voilà, tout sous réserve que la personne soit bien sûr, que ce soit un projet qui soit quand même à l'initiative du salarié, mais ça peut arriver. On peut avoir 3 collaborateurs qui souhaitent évoluer sur différentes fonctions dans la boîte. On passe par un seul interlocuteur avec 3 dossiers, bien sûr. Vous avez sur le côté en tout petit et en vert le document que vous retrouverez sur notre site qui vous détaille beaucoup mieux que ce que je viens de faire, ce à quoi ça vous engage au niveau financier lorsque vous cofinancez un dossier PTP. Voilà, là, vous avez tous les détails, y compris les tranches qui correspondent par rapport à la taille de votre entreprise. Encore une fois, ça reste quand même intéressant. Et j'en ai fini pour les dispositifs et j'ai perdu Marie-Christine. J'espère que vous allez revenir. Hop. Allô, allô, Marie-Christine. Je ne vous vois plus. Alors, j'espère que tous, vous m'entendez encore. Normalement, oui. Je vais continuer sur le conseil en évolution professionnelle. J'ai juste 2 slides, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour les actifs, si vous ne le connaissiez pas, c'est un service gratuit. Alors, j'ai une petite... Est-ce que quelqu'un m'entend ? Oui, super. Alors, je continue à parler en attendant que Marie-Christine revienne, puisque je vois le temps qui défile, on a presque fini. Qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle ? Quand vous êtes salarié, jusqu'à présent, jusqu'à 2015, il n'y avait pas, 2020, pardon, il n'y avait pas d'interlocuteur forcément. Quand vous étiez demandeur d'emploi, vous aviez France Travail, vous pouviez faire un bilan de compétences en tant que salarié, mais depuis 2019-2020 a été mis en place ce service qui est gratuit, individuel et confidentiel et qui vous permet en fait d'être accompagné sur vos projets, prendre du recul sur votre carrière tout au long de votre carrière professionnelle. J'aime moins le mot carrière aujourd'hui, mais de votre parcours professionnel. C'est un dispositif qui est recommandé pour le projet de transition professionnelle, obligatoire pour le pur et le démissionnaire. Alors, je vois si je vérifie quand même, parce que du coup, il n'y a plus Marie-Christine. Que se passe-t-il ? Là, voilà. On ne vous entend pas, Marie-Christine. Ça a coupé un petit peu, ça m'a éjecté comme vous tout à l'heure. En fait. Bon, vous êtes revenus. Pour juste le CEP, ça c'est pour vos salariés. N'hésitez pas à leur communiquer les coordonnées. Donc vous voyez l'APEC pour les cadres actifs et jeunes diplômés, mission locale pour les plus jeunes, bien évidemment Cap Emploi pour les personnes dont le handicap constitue un frein, Avenir Actif pour tous les autres et les indépendants, s'il y en a parmi vous qui en connaissent ou qui nous écoutent, France Travail pour les personnes en recherche d'emploi. Le petit lien que vous avez en dessous, et on pourra vous le remettre, vous permet de prendre un rendez-vous sur l'ensemble du territoire rapidement et ça aide beaucoup les personnes dans le cadre de leur projet. Et ça nous a semblé pertinent de vous faire la même côté employeur parce que pour un employeur, ça peut aussi être intéressant de connaître le conseil en évolution professionnelle pour mobiliser des collaborateurs, pour leur permettre de préparer leurs entretiens pro. Alors, en particulier dans le contexte de la réforme avec les 6 entretiens à venir maintenant, pour éventuellement réfléchir à des évolutions ou des reconversions en mobilité interne. Pour les personnes expérimentées, comme on le disait tout à l'heure, tout ce qui est seconde partie de carrière, ça peut être un gros soutien. Pour éventuellement aussi
peut-être être dans une logique de recrutement de vos profils en CDD qui veulent revenir, de profils en reconversion que vous pourriez intégrer dans vos équipes en faisant appel, par exemple, aux conseillers de l'APEC, qui sont aussi des conseillers entreprises, je le rappelle. Il n'y a pas que France Travail, donc ça peut être aussi intéressant d'avoir cet interlocuteur, vous, en tant qu'employeur. Ça peut aussi être intéressant d'avoir cet écho-là côté usure professionnelle, parce que les conseillers en évolution professionnelle sont souvent connectés avec les services de santé au travail. Donc tout ce petit milieu se parle et ça permet du coup de faciliter et surtout d'aller plus vite dans la mise en œuvre de certaines actions. Pareil avec l'AGFIP, Cap Emploi, AGFIP, ça permet aussi de faciliter, de prévenir les salariés qui sont en situation d'handicap ou de peut-être inaptitude à venir sur le poste. Et enfin, mes 3 dernières slides sur le dépôt du dossier. Vous allez voir, c'est rapide. La première en synthèse pour votre salarié, ce sont les étapes. Élaboration du projet, création de son espace, tout se fait en ligne aujourd'hui. On peut encore faire des dossiers papier, encore faut-il avoir la version la plus récente, mais je vous conseille et je recommande, et au vu des formations d'Igencia, les choses sont plus simples en ligne et surtout plus rapides. Je rappelle les délais, les 4 mois, en l'occurrence 3 mois pour l'employé pour déposer le dossier chez nous, plus les 30 jours qui vous incombent pour répondre. Le dossier est ensuite étudié et si la réponse est positive au niveau de la commission, il y a l'entrée en formation de votre collaborateur. Pour l'employeur, j'ai remis la même avec l'idée que, attention, il est important de remplir, de répondre dans les 30 jours. C'est une obligation légale quand votre salarié vous soumet sa demande. Vous verrez dans les pièces annexes qu'on pourra également vous transmettre si besoin. Il y a les conditions par rapport à ça, c'est encadré par la loi. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On peut refuser quand c'est pas fait en bonne et due forme, mais sinon, on ne pourra que reporter cette demande d'autorisation d'absence pour des raisons spécifiques. Et ça fera l'objet d'un échange avec le collaborateur pour voir à quel moment c'est plus opportun. Bien sûr, vous aurez vous aussi, employeur, un espace sur notre site, sur le site de Transition Pro, sur lequel on peut avoir besoin d'une création de compte, d'une mise à jour. Tout ça, on a un service en fait qui peut vous aider à gérer ça, qui est le service référentiel. Donc, je ne sais pas si le support allait être téléchargé. Donc, du coup, effectivement, il y a un petit clic normalement. Mais quoi qu'il arrive, retenez, et c'est important, que vous aurez des interlocuteurs chez nous tout au long de la vie du dossier. Exactement de la même manière que votre salarié, lorsque vous posez des questions, vous nous contactez, vous avez des personnes qui vont pouvoir répondre en fonction des différentes étapes, qu'est-ce qui se passe sur votre dossier et en particulier au moment des paiements, à la fin, avec le service gestion qui est constamment en contact avec les entreprises. Parce que, comme vous le voyez, il faudra aussi, de votre côté, consulter et signer la convention d'engagement qui permet à votre collaborateur de partir en formation, tout simplement, et puis transmettre les bulletins de salaire si vous souhaitez être remboursé, ce qui est quand même la base. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je précise aussi que pour les petites boîtes qui sont peut-être parmi vous de moins de 50 salariés, on peut avoir des possibilités d'acompte, et de façon à faciliter votre trésorerie. Enfin, pour l'organisme de formation, si parmi vous, il y a des responsables formation, je rappelle, si c'est votre premier dossier, on va devoir créer, en fait, à partir du moment où il y a la demande, votre compte. Vous n'êtes pas automatiquement référencé, vous êtes référencé qu'à partir du moment où le salarié initie le dossier, que vous devrez obligatoirement, mais ça vous le savez, Igencia, répondre en fait à votre obligation de bilan de positionnement et des pièces à joindre. Je ne sais pas, parmi les personnes présentes, il y a peut-être des personnes d'autres campus de votre groupe qui sont présentes sur le webinaire, mais tout ça, je sais que Marie-Christine, que vous saurez bien leur expliquer tous ces éléments-là. Je les ai quand même mis. Voilà, en précisant, pareil, qu'il y a nécessité de nous transmettre, bien sûr, les certificats de réalisation qui permettent, encore une fois, là, c'est pareil, les paiements. Mais ça, j'ai élargi puisque vous nous accueillez aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est un peu naturel. Sinon, par contre, moi, je pensais même plus que c'était possible d'avoir des dossiers papier. Donc, moi, quand je parle de vous, je dis toujours que c'est sur la plateforme, hein, quand le dossier se dépose sur la plateforme. Ça me semble assez bien plus pratique. C'est complètement plus pratique. On est d'accord, mais il y a des publics pour lesquels ce n'est pas toujours possible. C'est pour ça qu'en Ile-de-France, on continue à en accepter un petit peu. Et enfin, dans les pièces jointes, que peut-être, je pense, Marie-Christine pourra vous transmettre si vous le souhaitez pour certains, vous avez donc ce qui concerne l'autorisation d'absence avec le texte, enfin, en gros, les éléments réglementaires, comment est-ce qu'on peut, oui ou non, refuser quand on est employeur, comment ça se passe. Les différences, quand même, si c'était pas très clair ou trop rapide pour vous entre le PTP et le démission reconversion, parce que c'est pas du tout les mêmes incidents si vous souhaitez en parler.
Je vous rappelle que sur notre site, on a pas mal d'outils à destination des employeurs, donc c'est important de les connaître. Évidemment, côté salarié, c'est pareil, mais vous pouvez les envoyer sur notre site. Alors, normalement, vous connaissez tout ça par cœur, Marie-Christine, mais si parmi le campus, si vous avez des collaborateurs qui n'ont pas encore été visionnés, les formidables replays et webinaires de ma collègue Véronique, ne pas hésiter, en particulier sur le bilan de positionnement qui pose toujours beaucoup de questions. Et enfin, nous avons depuis peu sur notre site, et ça peut être utile pour vos collaborateurs, des petits coachs virtuels. Alors, ça ne remplace pas le conseil en évolution professionnelle, mais ça vous permet déjà d'avoir quelques éléments intéressants quand vous constituez votre projet. Ça ne remplacera pas les gens, hein. C'est plutôt une aide ludique pour vous permettre d'être dans le bon sens et donc de travailler en bonne intelligence avec les différentes parties de votre dossier. Bien sûr, on est à République. Vous pouvez venir nous voir en vrai, je le reprécise, on vous accueille encore. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Écoutez, 22, je pense qu'on n'est pas trop mal. Eh bien, on a répondu à toutes les questions en tout cas. Donc, je ne sais pas si vous en avez d'autres, vous pouvez encore en poser. Tout à fait. Sinon, j'espère avoir été claire sur tout ce que je vous ai dit. J'espère que vous avez appris effectivement plein de choses parce que les dispositifs sont quand même assez nombreux et augmentent finalement avec le FIPU, le PUR aussi, des choses qui sont un petit peu différentes. Donc, j'espère que vous aurez eu un tour d'horizon complet de ce que vous pouvez faire avec Transition Pro en Île-de-France. Merci beaucoup, Julia. Beaucoup d'éléments. Ne vous arrêtez pas à ça. Venez nous voir, venez voir Egencia, prenez vos informations. Ça a l'air compliqué. Allez sur le site. Le site est quand même très, très complet pour y aller de temps en temps aussi. Exactement. Et de toute façon, vous ne serez pas tout seul dans ces démarches-là. Vos collaborateurs ne seront pas tout seuls. Et justement, si on travaille ensemble aussi avec les organismes de formation, d'où notre présence ici, c'est pour fluidifier la chose et qu'il y ait plus de meilleure compréhension, une meilleure appropriation de ces dispositifs. Et donc, du coup, pour avoir des reconversions, comme je l'ai dit en introduction, réussies. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci Aurélia. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.